Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure du book haul. Le book haul regroupant tous les achats que j'ai fait en août. J'ai un peu acheté en août parce que ma palle descendait à vue d'œil. Avec l'été, il y avait forcément moins de services presse qui arrivaient, et ce qui fait que j'ai un peu plus lu des livres qui sortaient de ma palle. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps les services presse que j'ai reçus et ensuite les petits achats. Alors, il y a des livres que vous avez déjà vus parce que j'ai déjà chroniqué, mais pour d'autres, ils sont tout frais, tout neufs. Et certains ouvrages sont vraiment des livres que j'attends avec impatience de lire. Notamment, il y en a un, ça fait partie des gros livres que j'attendais de cette année. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler la sortie de La Forêt aux Fleurs d'Or aux éditions Les Trois Nantes. C'est le nouveau recueil de contes pour tout âge, disponible sur les3nantes.fr. On est sur un ouvrage fabriqué totalement en France, non distribué sur Amazon, écrit par H. Dahl et illustré par Rosen Grosjean. C'est un livre qui est un beau livre travaillé, voilà, comme ceci, avec des illustrations et aussi un travail de mise en page assez important. Et vous avez le vlog de la sortie du livre qui a été posté la semaine dernière. Ici, vous allez suivre l'histoire d'une jeune renarde à la rencontre du peuple des cendres et d'un ourson qui va naître avec des poils d'or. Et le tout a été fait pour être autant lu en histoire du soir aux enfants, lu tout seul par des enfants à partir de 8 ans. Il y a du vocabulaire qui est défini à chaque fois qu'il y a un terme un peu compliqué. Au début de l'histoire, par exemple, on a le terme goupil qui est défini parce que goupil, c'est l'ancien nom du renard. Voilà, on a ce genre de terme qui n'est pas forcément accessible à tous. Et c'est un bel objet qui est pensé pour aussi les amateurs d'illustration. Le travail de Rosen est absolument magnifique. Je ne m'en lasse pas personnellement. Et je suis très heureuse des retours que vous nous avez fait sur la qualité de l'ouvrage, sur les dessins, sur l'histoire. Et il est disponible au prix de 25 € sur les3nantes.fr. Il sera disponible sur tous les salons à partir de septembre. Je vous mets la liste des salons juste ici. Festival Étrange Grande, Hypermonde à Bordeaux. On va être avec l'autrice et l'illustratrice au Renard Doré à Paris à la fin du mois de septembre pour une dédicace. Et Émilie sera à Cholet à Cultura en parallèle. Et on va commencer tout de suite le book haul. C'est un peu le premier livre qui est rentré dans mon cœur et au mois d'août, voilà, dans le book haul. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est une suite d'une série qui est pas très mise en avant par l'éditeur ou même par le lectorat, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai quasiment pas vu sur les réseaux sociaux. Le tome 1 avait été une lecture moyenne, dans le sens que j'avais trouvé l'univers hyper intéressant, voilà, le côté glauque de l'histoire, parce que c'est assez sanguinolent, très chouette, voilà, il y a un côté où ça parle de secte et tout, c'est assez cool, mais c'était pas très exploité selon moi, et c'était un peu archétypal, voilà, avec des personnages qui n'étaient pas toujours très attachants. Ici, on va suivre dans ce tome 2, donc Entre terre et ciel, ici c'est le tome Étoile ardente, la suite directe du tome 1 qui se finit pas forcément très bien pour chaque personnage, et on va dire le fait qu'il y ait deux grands clans qui se dessinent et une bataille à venir. En fait, entre ciel et terre, l'histoire un peu générale, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va suivre au début du texte qui est lié au corbeau, qui est aveugle parce qu'on lui a pris ses yeux. Notamment parce que sa mère l'a sacrifié à une sorte de panthéon, un dieu, et voilà, il y a des fidèles autour de ça. Il va être envoyé sur l'île où vit notamment ce personnage-ci pour reprendre le pouvoir. Sur cette île, on va suivre le personnage que je vous présente ici avec d'autres dans une géopolitique un petit peu complexe où tout le monde essaye d'avoir le pouvoir et où il y a des complots politiques et surtout où on va la voir accéder à un statut, on va dire, un peu important de son dieu, parce que chaque famille est liée à un dieu un peu dans ce texte-ci. On va la suivre elle, on va suivre un jeune homme qui monte à dos de corbeau. C'est un bouquin qui est très engagé sur la représentation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages non binaires dans le texte, et voilà, ça c'est un point positif. Ce tome 2 est vraiment un tome 2 dans le sens qui place ses enjeux pour le tome 3, je vous en parlerai un peu plus en note de lecture. Ce qui est assez chouette avec cet univers, c'est le fait que ça présente un univers un peu nord-africain, mésopotamien, je dirais même pas égyptien, mais il y a un truc où c'est pas très défini au niveau culturel de... Voilà, précisément, mais ça appelle au voyage, ça appelle à l'ancien, à quasiment l'antique. Je trouve qu'il y a un côté un peu antiquité dans le texte qui est sympa, avec oui, quasiment parfois un culte proche des Mayas. C'est vraiment un gros melting pot.
Voilà, ça me fait penser un peu à la Croisade éternelle, ce genre de texte. Voilà, avec une grosse ambiance au niveau de l'univers, et pour le coup les personnages étaient un peu plus intéressants dans celui-ci. Voilà, mais je vous laisse le découvrir. Ensuite, alors là, chez Brajlon, c'était ma grosse attente, on va dire, du mois chez Brajlon. Je l'ai lu hein, dès que je l'ai reçu, de toute manière, je n'ai pas pinaillé 20 ans pour l'avoir. Je vous parle de The Witcher, un monde de légende, roman, jeu, série, de Justine Breton. Cette illustration a été faite par Julien Delval, dont j'adore le travail. J'ai le Othello par exemple qui l'a fait. Voilà, donc la combinaison d'une très belle couverture et surtout d'un sujet qui m'intéresse plutôt bien. Donc c'est un essai sur The Witcher. The Witcher, c'est pas une saga qui est très très étudiée encore, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, on va dire, au niveau de la parution, c'est une saga qui est, je crois, sortie dans le début des années 90 en Pologne, ce qui fait que c'est pas si vieux que ça, mais que ça commence à être vieux et on peut avoir un peu plus de recul sur la sortie. C'est une saga qui commence simplement, je trouve, à être étudiée parce qu'il y a eu une adaptation sur Netflix. Comme beaucoup de sagas de fantasy, c'est assez rare d'avoir de la recherche sur des textes de fantasy qui n'ont pas eu d'adaptation. Alors bien sûr, quand on a des autrices comme Ursula Le Guin, parce que c'est une autrice et qu'elle est importante voilà, dans l'imaginaire, ça change, mais maintenant, l'adaptation, le transmédia est super important. Et donc ici, Justine Breton, qui est quand même, on va dire, qui a déjà travaillé sur plusieurs ouvrages dans l'imaginaire, va étudier The Witcher, mais sous l'angle de la légende. C'est-à-dire, c'est un sujet extrêmement précis, qui est pas, comment dire, c'est un peu marqué dans le titre, un monde de légende, mais c'est pas quelque chose de global sur The Witcher. On va étudier, on va dire, toutes les inspirations que ça tire, voilà. C'est vraiment sur la légende, c'est-à-dire sur le concept de rumeur, par exemple, le concept de réputation, le concept de conte, légende, mythe, en fait, comment, voilà, Ciri, Geralt et tout ça sont vus au fur et à mesure du récit comme une rumeur, une légende, un mythe, voilà, un conte, ce genre de choses. Aussi, de la manière dont c'est fait, on va avoir tout un chapitre par exemple sur Jasquier et sur le fait que les troubadours dans cet univers-ci sont, on va dire, ceux qui transforment les personnages en légendes et ce genre de choses. On a aussi tout le côté rumeur avec de l'appui sur le texte, bien sûr. On va avoir une étude du texte, on va avoir une étude du jeu vidéo, des jeux vidéo, une étude de la série et aussi une étude d'une adaptation du Witcher qui a été faite il y a quelques années, qu'il faut que je regarde. Voilà, je crois que c'est une adaptation polonaise, il me semble. Donc voilà, c'est même un film, donc c'est assez condensé. Mais c'est assez intéressant d'étudier ça parce qu'on voit que l'auteur a vraiment travaillé autour de ce concept aussi dans son texte et qu'à la lecture on s'en rend un peu compte mais pas autant, du genre vraiment qu'il y a des petits vraiment sur le concept de rumeur et tout ça, c'est assez chouette à voir, et au-delà de ça vous allez étudier un peu les différences entre toutes ces strates. Ensuite, un livre que je vous ai présenté, parce qu'en fait, je vous ai sorti la vidéo de l'update lecture. J'ai fait n'importe quoi avec les update lectures, j'ai mélangé les lectures, je vous ai pas présenté tout ce que j'avais lu dans l'ordre, du genre j'ai fait un melting pot de tout ce que j'avais lu ces derniers mois, et voilà, je vous les ai mis ensemble. Je vous présente Tarot, donc de K.D. Edwards. Je vous ai dit que c'était une trilogie. Une abonnée m'a dit qu'en fait il y a un 4e tome en préparation, ce qui m'arrange pas du tout parce que déjà 3 tomes, je pense que ça aurait été peut-être suffisant, mais voilà, dans un 4e, on tire toujours la corde. C'est un livre qui est au prix de 20€. Voilà, donc très illustré. Je vous le dis aussi, est-ce que voilà, c'est écrit assez gros, mélangeage page et tout ça, bon, ça fait quand même un livre qui est assez travaillé, il n'est pas imprimé en France, contrairement à certains autres livres de Brajlon. On est ici sur un bouquin un peu inclassable parce que je trouve que c'est un peu pas comme Le Pont des Tempêtes, mais c'est un bouquin que je me demande qu'est-ce qu'il fout chez Brajlon et pourquoi il n'est pas plutôt chez d'autres éditeurs qui visent un peu plus la romantaisie, même si c'est pas vraiment de la romantaisie, mais la romance a énormément d'importance dans le texte, c'est peut-être pour ça. C'est un livre qui est un peu étrange là-dessus. On est sur un univers où l'Atlantide a existé, où les Atlantes existent, leur vie a été découverte, et ça s'est pas très bien passé avec les humains, il y a eu des guerres et tout ça, ils ont perdu leur île, et faut dire qu'il y a les Atlantes qui voilà, sont un peu humanisés, mais surtout il y a des créatures fantastiques qui vivent avec des dragons, ce genre de choses, et ils vont coloniser une autre terre pour y construire leur vie, sachant qu'ils sont doués de magie, ce genre de choses, donc voilà, ils reprennent par exemple des grands bâtiments connus ou des architectures du passé,
passer ce genre de choses. On va suivre Rune, je crois qu'il s'appelle, c'est ça. Rune Saint-John, voilà, qui est le dernier descendant de la Cour du Soleil. La Cour du Soleil, c'est son daron en fait, c'était le mec qui régnait un petit peu sur toutes les autres cours de ce monde-ci. Il a été chassé du trône et Rune a subi à l'âge de 15 ans, suite à ça, une période de très violente, c'est-à-dire qu'il a été kidnappé et agressé par plusieurs hommes, un peu pour punir son père, voilà, d'une certaine manière, bon, bref, pour salir l'héritier. Et on va le suivre 20 ans après, normalement, dans le texte. Je vous dis ça, mais j'ai un doute maintenant, parce qu'il y a un tel décalage entre les 35 ans du personnage et le comportement du personnage que je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mal compris, est-ce qu'il y a une erreur de traduction? Mais à un moment, ils en parlent de 20 ans, mais je sais pas si le personnage a 20 ans ou si c'est 20 ans après la tragédie. Je comprends pas trop, mais en même temps, ça paraîtrait plus logique qu'il ait 35 ans, parce que vu ce qu'il a comme rapport avec les personnages qu'on a 17, ça paraît plus logique. Voilà. C'est très brouillon, vous avez rien compris, mais pour moi c'est clair. Donc, c'est l'histoire donc de ce mec qui va se retrouver chassé de son trône et qui va travailler un peu comme une sorte de mercenaire pour les différentes cours. En fait, le bouquin est très bizarrement construit parce qu'au début, tu penses que ça va parler d'un mec qui va devoir protéger un héritier de la cour des amoureux qui a 17 ans. Et en fait, c'est pas ça l'histoire du premier tome, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie histoire du premier tome, c'est qu'il y a un mec de la cour de la justice, je crois, qui est kidnappé, et que Rune va essayer de retrouver. Rune est accompagné d'un autre personnage qui est un peu son meilleur ami, mais c'est pas très clair, voilà, où en fait, ils ont un statut particulier dans le roman, tous les deux. Il va faire la rencontre de plein d'autres personnages, et donc ça va le mener à des aventures. En fait, c'est assez brouillon le résumé que je vous fais, mais en fait, c'est assez brouillon l'univers. Voilà. Mais c'est un univers, je vous laisse voir le date lecture, mais qui a pas mal de défauts, voilà, pas mal de manque de crédibilité, même si l'ambiance est vraiment très chouette, le truc avec les Atlantes, avec les cours, l'esthétique est très belle, il y a de la représentation, il y a beaucoup de points positifs, mais je trouve que l'univers est très brouillon, et les personnages sont très tape-nerfs, du genre vraiment on a un peu envie de les étrangler à la lecture, parce que ils se comportent comme des ados de 17 ans, un peu débiles quand même pour des ados de 17 ans, alors qu'ils en ont 35, et que c'est très très... Oh mon dieu, c'est romantique, oh là là, en fait il y a beaucoup trop de romance, et le personnage masculin de 35 ans, c'est très drôle parce qu'à un moment t'as l'impression que c'est une jeune fille de 15 ans en fleurs, voilà, qui rencontre l'amour et t'es en mode... D'accord, et c'est pas parce qu'il y a de la représentation que ça veut dire qu'il faut être feignant sur les relations, et je trouve que, voilà, je suis pas du tout amateur de ça, mais il y a un côté, je ne dirais pas que c'est de la romantaisie, parce que l'univers est beaucoup plus important et l'histoire est beaucoup plus importante que la romance, mais la romance est très présente ici. On dirait un livre de young adulte, mais dont la vulgarité, les thèmes et la violence permet pas forcément d'être là-dedans, mais il y a quand même pas mal de clichés, je trouve, du genre là-dedans. Ensuite, très bon livre, je l'ai lu aussi, je vous ai pas encore présenté celui-ci, mais c'est L'art de la prophétie. De Wesley Chu, donc c'est L'art de la guerre, le premier tome. Très beau livre, plutôt une grosse pavasse, on a l'impression, c'est aussi parce que, bon c'est écrit plutôt gros, mais c'est de la fantasy chinoise à mon sens. L'auteur est originaire de Taïwan, donc voilà, la géopolitique est un peu compliquée en Asie, mais l'ambiance fait très Chine, les noms font très chinois, un peu Chine médiévale, je trouve un petit peu là-dedans. On va suivre un plot super intéressant et je vais vous laisser là-dessus. Je veux dire que j'ai passé une très bonne lecture, voilà. Ça m'a rappelé un peu John Gwynne, pour ceux qui, voilà, les terres bannies et tout ça. On va suivre une prophétie où un jeune homme serait élu pour sauver le monde d'un grand tyran opposé qui vit dans le royaume opposé. Et donc voilà, c'est un peu la prophétie bête et méchante, mais bref, un héros va sauver le monde. Sauf que le grand méchant, le tyran, qui est comme édifié comme un dieu, parce que le mec est là depuis des années, presque vu comme un immortel, du moins on se rend compte qu'en fait... Il y en a eu plusieurs à la suite et que voilà, c'est un statut un peu religieux dans ce pays-là, va attaquer un groupe d'hommes et va se faire assassiner par un mec avec une vieille lance qui a rien demandé. Et donc le jeune homme qui est préparé depuis sa naissance à conclure la prophétie va se retrouver un peu dans la panade, c'est-à-dire que les pouvoirs dirigeants, au lieu de lui dire en fait mec c'est bon, t'as fait ton taf, même s'il l'a pas vraiment fait, vont décider de tuer le gamin. Parce qu'ils vont se dire que si la prophétie n'a pas été exécutée,
peut-être qu'il y aura un problème avec ce gars-là et que de toute façon il en sait beaucoup trop et ils vont essayer de l'assassiner. Deux problèmes. Ils vont se poser. Le jeune homme a super mal été éduqué. On va dire que les grands seigneurs ont essayé de lui enseigner plein de choses, mais ils l'ont fait surtout de manière, comment dire, c'est pas les meilleurs qui lui ont enseigné, c'est plutôt les plus profiteurs, voilà, ce genre de choses, il y a eu pas mal de complots. Et deuxièmement, ça va être plus difficile pour eux qu'ils le pensaient, parce que il y a une femme, une ancienne guerrière, qui va décider de sauver le garçon, parce qu'elle pense que la prophétie n'est pas forcément terminée, parce que c'est très très bizarre, et qui va essayer d'enquêter sur la prophétie. Donc on a 4 points de vue majeurs. On a le point de vue de ce garçon qui va se retrouver ballotté, du genre, je suis le prince héritier, tout le monde se prosterne devant moi, à je me fais tabasser dans la cour par des mecs que je connais pas, à cette vieille dame, en fait, ils disent qu'elle est vieille, mais je pense qu'elle a 50 ans, parce que vu comment elle se bat, la mamie, elle a pas 70, tu vois. Donc, elle a 50 ans, et ce que j'ai aimé, c'est que c'est tellement rare d'avoir des représentations de femmes assez âgées, aussi badass et aussi importantes dans le texte, qui va partir, elle, enquêter un petit peu sur cette prophétie, on va découvrir son passé, ce genre de choses. Troisième point de vue, là on est par de l'autre côté du pays, avec une jeune fille qui est une sorte de prêtresse, ouais, si on peut dire ça, prêtresse assassine, pour l'espèce de dieu qui a été assassiné, et qui va essayer de sauver son peuple qui va être mis en esclavage, suite à la perte de son dieu. Et un quatrième personnage qui est une sorte d'assassin, qui aime un petit peu trop son métier. Voilà, et on en apprend plus. C'est une grosse introduction, mais ça a été plutôt une bonne lecture, le tout dans un carcan un peu d'imaginaire chinois, parce qu'il n'y a pas vraiment de fantasy pour l'instant qui est très développé. C'est plus du politique, ça me fait penser un peu à la Ken Liu et ce genre de choses. Faut dire ce qui est la fantasy chinoise en général, pas forcément une fantasy où il y a beaucoup de créatures et ce genre de choses qui sont mises en avant. C'est plus sur le complot, et là en plus l'art de la guerre, on voit que c'est quand même une référence à un des plus grands textes militaires qui soit, donc on est plus sur ce délire là. Je trouve que la couverture est assez originale pour du Brajon, ça change. Je trouve qu'elle a de la gueule, mais elle est très sympa. Et ensuite, alors mon dernier SP, alors celui-ci je l'attendais, c'est pas que j'étais devant ma boîte aux lettres tous les jours pour l'attendre, mais quand on m'a dit que je l'avais reçu, j'étais en mode... Merci mon dieu. On l'a reçu avec un très très beau tote bag et un petit marque-page. De toute façon, je pense que je vais faire un post Instagram dessus parce que je l'attendais énormément et que j'ai envie de me remettre un peu plus à Insta. Il faut que je le fasse parce que voilà, pour le coup, c'est un compte que j'ai un peu abandonné. Du moins, je mets beaucoup de choses des Trois Nornes, mais voilà, je mets moins de choses avec les livres. Mais c'est parce que je préfère vous prendre des photos de la nature et ce genre de choses. Mais bon, c'est quand même un conte pour les livres à la base. Je présente L'ombre des dieux de John Gwynne, c'est le premier tome. Là, on est sur la confrérie du sang. Alors, je trouve que la couverture est super, c'est juste que la typo et le placement du titre m'ont un peu dérangé quand je l'ai reçu. J'ai fait, c'est un peu dommage, mais je l'attendais énormément parce que ce livre, alors, John Gwynne, je l'ai connu avant La Terre Bannie, je l'ai vu surtout en Angleterre, quand je suis allée en Angleterre il y a quelques années, j'avais vu en fait ce texte-ci de L'ombre des dieux, et je me suis dit, oh, la couverture elle est superbe et tout, j'ai trop envie de le lire, ça donne trop envie, et on m'avait vendu le bouquin un petit peu comme étant un livre d'inspiration de fantasy nordique. Et c'est pour ça, très adulte. On m'avait dit que Les Terres Bannies, c'était plutôt de la fantaisie adolescente adulte et que L'ombre des dieux, ça découpait. On me l'a même comparé à du Abercrombie, donc je suis plutôt hypée là-dessus. J'ai pas lu la 4e de couverture, j'ai lu le premier chapitre hier. Voilà, je n'ai pas attendu et voilà, j'ai commencé ma lecture. Mais dans le premier chapitre, je peux vous dire que c'est une histoire de... c'est une famille, c'est un père, une mère qui chassent avec leur fils qui a 10 ans, qui leur apprennent comment chasser. Il lance une lance, il essaye de toucher sa cible et en fait la cible fuit. La cible elle fuit parce qu'elle a peur d'une créature, une sorte de loup horrible, et ils entendent des hurlements et ils partent et ils se rendent compte qu'il y a eu un massacre dans une maison. A priori c'est un univers qui va mêler un peu le côté viking et tout, parce que vu comment ils sont décrits, on avait du froid, on avait du guerrier et on avait plein de créatures avec des noms spécifiques, et surtout, rien que dans le premier chapitre, c'est pas de la fantaisie
où on va avoir tort. C'est plus de l'inspiration, c'est-à-dire que on voit là, il parle d'un père voilà, qui trône au-dessus de tous, et il parle d'un serpent. Il faut savoir que le serpent, c'est un mythe qui est assez important dans la mythologie viking, et la façon dont c'est fait, on peut dire que c'est peut-être des références à Fenrir. Donc voilà, il y a des choses où on se dit, je pense qu'il y a de la référence. On voit qu'il y a eu une grande guerre et que c'est potentiellement une période de paix, mais qu'il y a des monstres qui attaquent. Voilà, a priori, ça va être une histoire avec des monstres. J'ai très très hâte. La couverture, voilà, donne un peu envie, parce que je pense qu'on va être sur des humains qui vont se retrouver à combattre des créatures un peu titanesques. J'ai vraiment hâte. Comme je vous dis, je l'avais mis dans ma vidéo pour vous parler de mes prochaines attentes, voilà, littéraires. Il faisait partie de ces attentes-ci, et pour le coup, j'essaye de pas trop me hyper. Voilà, mais je dois dire que la plume est très sympa. On voit que c'est plus adulte. Alors je sais pas si c'est une traduction qui a changé ou pas, mais c'est très bien fait la façon dont c'est fait. Là, je trouvais que le style dans le premier chapitre était très agréable. Et en plus, je suis en train de corriger le premier jet de la suite de La Gardienne du Chardon. Donc en ce moment, le style, c'est un peu compliqué pour moi pour lire, parce que je tique sur plein de trucs à cause de ça. On quitte les services presse pour vous présenter ce que j'ai acheté. Attendez, ça j'ai pas acheté, ça c'est ma lecture en cours. Je me suis acheté Swan Song, que je vous ai présenté en update lecture, donc de Robert McCammon. C'est une duologie apocalyptique qui s'inspire des pulps, du moins c'est un peu la continuité des pulps, et qui est quand même estampillée Pulp première édition. Donc voilà, on est sur un univers où il faut s'attendre aussi à être dans le cliché de ce genre-ci, c'est-à-dire des univers sympas, pas trop fouillés, grand public, où ça se bastonne. Voilà, après les pulps, c'était pas forcément de l'imaginaire, c'était beaucoup de combats, c'était surtout à destination d'un public masculin à l'époque. Ça se passe pendant la guerre froide, hein, parce que c'est clairement guerre froide, parce que le bouquin a été écrit dans les années 80. On a une bataille entre les Russes et les Américains. Les Russes attaquent, le président américain fait un peu n'importe quoi, du moins il fait péter l'Amérique au sens propre, et explosion nucléaire, les gens s'abritent, une partie de la population décède, et on va suivre les survivants qui vont faire face, au-delà des radiations, à des petits problèmes. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu deux groupes. On va avoir le groupe avec la jeune fille la jeune fille qui est un peu la sauveuse de ce monde, qui a un don particulier. Voilà, on va suivre son père protecteur, qui est un ancien catcheur, et ensuite d'autres personnages qui vont faire un petit peu leur apparition, et on va suivre d'un autre point de vue Sister, qui est une ancienne alcoolique SDF, qui va faire la rencontre d'un monsieur qui était parti à New York, je crois que c'est à New York qu'ils sont, en voyage professionnel, et tous les deux vont partir à la recherche un peu de cette fille, du moins survivre dans un premier temps, et Sister va faire la découverte d'un objet qui va la lier à cette jeune fille. C'est un bouquin qui mêle fantastique, parce qu'il y a une créature pas très jolie dans le texte, un peu glauque, et survivalisme, et on va dire un petit peu post-apo. Voilà, moi j'ai aimé, mais je trouve qu'il y avait quand même des gros défauts, on devine très vite la suite, mais en lecture détente, pas prise de tête. Voilà, ça fait le job. Post-apocalyptique, si vous aimez, ça fait le job, mais c'est très américain. L'Amérique, on aime ça, très américain dans ce que ça raconte, dans les messages, dans les figures choisies, voilà, avec la religion et tout. Faut aimer ça, mais en même temps, ça fait partie un petit peu de ce genre-ci. Et j'ai passé une très bonne lecture. Moi, je les ai lus à la suite. Ça se lit facilement, pour le coup, voilà. Même si je suis pas fan de la police grasse, parce que moi, les polices grasses, je mets beaucoup plus de temps à lire une police grasse qu'un autre type de police. J'ai passé un bon moment, mais j'ai pas non plus été convaincue comme beaucoup de gens l'ont été. Il y a beaucoup de gens, ça a été le coup de cœur. Moi, ça n'a pas du tout été un coup de cœur, ça a été une lecture sympa de détente, mais assez chouette à découvrir. Ils sont à 12,50 chacun. Vu le temps de lecture, je trouve que ça vaut plutôt bien. Et surtout, les couvertures sont très chouettes. Toussaint Louverture fait toujours un travail éditorial qui vaut vraiment le coup. C'est un des seuls éditeurs, je trouve, qui a une vraie marque en imaginaire éditorial, voilà, où les couvertures ressortent, qu'il y a un vrai travail. Donc voilà, faut le souligner, mais c'est très chouette. Ensuite, je me suis acheté, en fait j'ai eu un coup de folie. J'ai lu beaucoup d'imaginaire ces derniers temps, et c'est pas que je me lasse du genre parce que c'est mon genre de prédilection, mais j'ai envie de lire autre chose, et quand je lis autre chose, en fait des fois ça me fait une bouffée d'air frais, du genre je suis en mode
J'adore ça. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, que j'ai acheté, c'est un livre dont je vous parle depuis assez longtemps parce que c'est quelque chose que je voulais tester. Je l'ai prêté à ma maman qui a adoré et je pense qu'il va faire le tour de la famille. Mais j'ai adoré le premier tome, ça m'a fait un bien fou, ça ne demande pas de réfléchir. Et en plus ça se situe dans une partie du monde que j'adore. Je vous présente donc Agatha Raisin, qui est de la cozy mystery. Alors autant la cozy fantasy c'est pas trop mon truc, le cozy mystery ça a l'air d'être un peu plus ma cup of tea, comme on peut dire. C'est l'histoire, alors Agatha Raisin, il y a une adaptation sur France 3, du moins c'est la BBC qui a dû adapter ça et ça a été diffusé sur France 3. Si vous êtes un peu amateur de Barnaby, alors là vous allez dire cette personne est très vieille, mais si vous aimez un peu les enquêtes qui se situe en Angleterre et des enquêtes où le personnage est, on va dire, assez attachant et surtout il y a des très beaux lieux, bah, c'est clairement ce genre de livre. Agatha Raisin, c'est l'histoire d'Agatha Raisin qui est une ancienne, qui est la directrice d'une société de publicité à Londres et qui du jour au lendemain se dit bah j'ai donné beaucoup trop à mon travail, j'ai bien gagné et j'ai envie de prendre ma retraite anticipée. Donc la nana, je crois qu'elle doit avoir 50 ans il me semble, et elle dit bah voilà, elle a les moyens et tout de vivre bien. Elle vend sa société et elle part dans les Cotswolds. Alors les Cotswolds, ma vie, je suis partie l'année dernière là-bas, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Les Cotswolds, c'est une région en Angleterre qui se situe à côté de Bath et de Oxford. Voilà, c'est une région magnifique qui est connue pour être maintenant assez touristique au niveau des Anglais parce que c'est une des régions les plus riches d'Angleterre avec un village où il y a les plus vieilles maisons d'Angleterre. C'est un village de cartes postales anglais, avec de la pierre très particulière, bref, c'est un peu le côté chicou de l'Angleterre, mais c'est extrêmement beau, si vous avez la possibilité un jour d'y aller, c'est exceptionnel. Et donc elle part là-bas, et ce qui est... Moi j'ai aimé parce que elle va dans des endroits que j'ai visités et que c'est une région que j'ai adorée. Et on va suivre donc cette Agatha qui rentre dans ce petit village des Cotswolds, tout le monde se connaît, et qu'ils aiment pas trop les gens qui arrivent. C'est-à-dire que les Cotswolds, c'est une région qui coûte extrêmement cher. Faut savoir que si tu veux un petit cottage, donc une cottage c'est 50 mètres carrés dans, voilà, taille de maison de 50 mètres carrés qui est pas non plus énorme pour une taille de maison, tu planches minimum, s'ils sont pas en très bon état, sur 1 million de livres. Donc voilà, c'est extrêmement cher, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui essayent de s'installer là-bas parce que c'est très paisible et les gens là-bas voient ça un peu au mauvais œil, quoi. C'est un peu nous en Normandie avec les Parisiens, quoi. Et donc cette femme va essayer de nouer des relations avec les gens là-bas, sachant qu'elle quitte un Londres où elle avait plein d'amis, où ça bougeait pas mal, à une petite ville où personne la calcule. Et il y a un concours de tartes dans le premier, et elle va essayer de le gagner, elle va acheter une tarte, parce que c'est pas très bien cuisiné, pour être sûre de gagner, sauf que la personne qui juge les tartes va être retrouvée morte, et a priori c'est sa tarte qui aurait été empoisonnée. Donc c'est humoristique, très anglais dans l'humour, personnage attachant, y a une petite romance qui s'installe. Agatha Raisin, moi je connaissais déjà un peu l'histoire parce que j'avais vu quelques épisodes à la télé, mais j'ai été conquise, mais parce que j'adore l'Angleterre. Du genre, pour les passionnés d'Angleterre comme moi, c'est bien, parce que moi je suis pas à l'Angleterre du genre drapeau, Londres, les bus et ce genre de choses, je suis plus l'Angleterre profonde, la cup of tea, le petit pub de village et ce genre de choses. Donc voilà, il y a ce truc là, j'ai adoré, je vais continuer, j'ai déjà acheté le tome 2 et 3 en occasion qui vont bientôt être livrés. Faut dire ce qui est, là j'ai calculé, alors c'est une série qui est très longue, il y a déjà une trentaine de tomes, les bouquins sont à 14 €. C'est cher, sincèrement, parce que c'est du semi-format, ça se lit quand même assez vite, et là, c'est une série que je vais acheter en occasion, parce que, sincèrement, je vais pas mettre 14 balles à chaque fois qu'il y a dans un titre, mais t'en as quasiment pour 400 balles si tu veux rattraper la série. Donc là, j'ai trouvé des bouquins au moins 50%, donc pour le coup, ça va être un peu comme ça. On quitte la petite Agatha pour passer ensuite à des livres où je me suis dit, lis des choses qui sortent un peu de l'imaginaire, parce que là, tu vas en recevoir plein en SP, et que j'ai envie aussi de lire d'autres choses, parce que là, franchement, Agatha Raisin, ça m'a fait du bien. Je me suis un peu... j'ai décidé de continuer des autrices que j'aime bien. Pour la première, vous serez pas étonnés. Je me suis pris La Crique du Français, et je me suis pris le vol du faucon de Daphné du Maurier. Le but est de terminer Daphné du Maurier, du moins avancer dans Daphné du Maurier.
Dans la crique du français, c'est... Alors Daphné du Maurier, c'est Rebecca, c'est tous ces... voilà, c'est une autrice assez prolifique. C'est l'autrice qui a écrit Les Oiseaux, qui a été adaptée par Hitchcock. Il y a des récits à elle où il y a une ambiance un peu proche du fantastique et ce genre de choses. La crique du français, c'est plutôt de la romance à ce que j'ai lu. On est sur une jeune lady à la beauté fière et au caractère rebelle qui ça se passe dans la Manche. Là-bas, en fait, elle va rencontrer un homme qui va la séduire, c'est un pirate français qui s'appelle Pierre Blanc. Et elle va un peu fuir avec lui, sauf qu'elle a un autre prétendant qui va essayer de chasser le pirate, à ce que j'ai compris. Donc, une histoire de piraterie, une histoire de romance. Est-ce que j'ai 14 ans de nouveau? Peut-être. Mais j'adore la plume de Daphné du Maurier. J'aime beaucoup ces histoires d'amour, et en général, ça finit toujours très mal, mais que ça soit dans Rebecca, Ma cousine Rachel ou ce genre de choses, la romance, elle sait vraiment la gérer. Et autant pour les amateurs de romance que pour des gens comme moi qui sont pas très amateurs de romance, c'est toujours bien fait la façon dont c'est fait. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, donc je me suis pris celui-ci. Là, on est plus, je dirais, quasiment sur de l'historique et du policier, parce qu'on suit Armino, qui est un guide touristique dans les années 60 en Italie. Et lorsqu'il est dans une étape à Rome, il va croiser une vieille mendiante qu'il reconnaît comme étant la femme qui l'a élevée. Il va essayer de savoir un peu, tu vois, de se renseigner. En fait, le lendemain, on la retrouve décédée. Donc, a priori, ça va être peut-être plus enquête et ce genre de choses. Donc, voilà, j'avais envie de lire des choses qui sortaient un petit peu du Daphné du Maurier qu'on a l'habitude de lire. Voilà, Daphné du Maurier, c'est Rebecca et Ma cousine Rachel. Les gens, en général, c'est ce qu'ils lisent avec peut-être Les Oiseaux. Là, j'avais envie d'aller sur d'autres terrains. C'est surtout les deux seuls qui restaient à la Fnac. La première fois que je suis allée à la Fnac, ils avaient que Rebecca. J'avais le seum. Je suis dans ma période anglaise, c'est-à-dire que c'est pas que ça me manque, mais un petit peu. Donc là, j'ai regardé Raison et Sentiments sur Arte, donc de la BBC. Je suis en train de re-regarder en faisant mes colis Orgueil et Préjugés avec Colin Firth. Donc, je me suis dit, continuons. Il me reste qu'un Jane Austen à lire, mais je me suis pris Les Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. Je n'ai jamais lu Les Hauts du Hurlevent. Je sais qu'on l'avait déjà parce que quelqu'un de ma famille l'avait lu, mais je connais l'histoire avec cette famille où c'est Harfield qui va se venger de la famille. Il a été adopté, ouais, c'est ça. Et il a été un peu méprisé des autres enfants et il va se venger des années après. Je crois qu'il va séduire une des filles. Bref, c'est une histoire assez tragique. Emily Brontë, les sœurs Brontë, ça fascine. J'ai hâte de voir ça. J'avais adoré Jane Eyre, donc voilà. Petit classique des familles. J'ai pris donc la sœur, Anne, donc la dame du manoir de Winflead Hall. C'est le dernier. En fait, elle est décédée assez jeune, Anne. Elle est décédée de la tuberculose, et ce qui fait que c'est son deuxième livre, et elle est morte peu après. Ici, en fait, j'ai appris un peu Anne parce que avec les Brontë, il y a toujours ce côté un peu mystère, et quand j'ai lu Hill House, je me suis dit peut-être que j'ai pas retrouvé ce genre d'ambiance un peu horrifique, mais le côté mystérieux. Les couvertures, j'adore les éditions qu'ils ont faites chez l'Archipel. Ici, on a une jeune, une Mrs. Helen Graham, qui est la nouvelle occupante d'un manoir délabré. On l'a dit veuve, elle vit seule, et je pense que les gens vont essayer de savoir un peu ce qui se passe. Voilà, elle a l'air étrange, ils vont essayer de savoir ce qui se passe. Il y a un homme qui tombe sous son charme et qui commence à douter d'elle. Donc voilà, c'est la dame du manoir. Donc ça a l'air très très chouette. Anne Brontë, c'est pas celle qu'on lit le plus des sœurs. Et donc j'ai pris aussi son premier livre, Agnès Grey. J'ai appris Agnès Grey parce qu'on avait parlé en fac. Agnès Grey, ça parle on va dire, du statut des gouvernantes à l'époque. Il faut savoir qu'Anne a été gouvernante, et en quoi les gouvernantes, c'était un statut assez particulier, assez... Il y avait des avantages, mais aussi il y avait des gros inconvénients. Donc ici, je crois qu'on va suivre une jeune fille qui va rentrer comme gouvernante. Voilà, elle a été élevée au sein d'une famille aimante, et elle est fille d'un pasteur ruiné, et c'est pour ça qu'elle va devenir gouvernante. Mais elle va faire face à l'hostilité de la famille, avec qui elle va le travailler. Donc voilà, c'est un peu, pas semi-autobiographique, mais il y a quand même un peu de choses là-dedans. Je pense que c'est celui-ci que je vais me le lire en premier, les lire dans l'ordre, mais j'adore les éditions. Et je trouve qu'elles sont... De toute façon, l'Archipel, ils sont toujours un peu plus chers en poche, mais je trouve qu'ils sont très chouettes. Mais voilà, donc ça, c'est mes achats neufs, et je me suis pris un achat en occasion, parce que il était là, et je me suis dit, vas-y.
Alors vous allez être étonnés parce que j'ai pas aimé le roman, voilà, et j'ai été assez insultée sur les réseaux sociaux à cause de ça, mais je me suis pris Elric, donc l'adaptation chez Glénat, Le Trône de Rubis. Donc c'est Julien Blondel, Didier Poli, Robin Rech et Jean Bastide. Donc c'est le premier tome, il était en occasion, je l'ai eu pour 4 €. Je me suis dit, peut-être que ce cher Elric, je le préférerais voilà, sous cette forme-ci, sachant que les dessins sont très beaux. Et que Elric, alors pour ceux qui ne placent pas, de Moorcock, c'est l'histoire d'une sorte de prince maudit, elfe, et dans le premier tome, il y a une histoire avec sa nana, que ça se passe mal, bref, il est sous emprise de drogue. Bon, c'est de la dark fantasy, c'est un classique de la dark fantasy. Quand je l'ai lu la vingtaine passée, et j'ai trouvé ça un peu trop plaintif et émo à mon goût. Mais pour le coup, j'ai hâte de le redécouvrir là-dessus, hein, parce que bon, ça fait quand même quasiment 9 ans que j'ai lu le texte, voilà, voilà, le premier. Mais les dessins sont très très chouettes. Donc voilà. Et sachant que le premier l'histoire avec sa fiancée était bien, mais le côté dark fantasy, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en BD, parce que voilà, ça peut prêter à quand même des images assez horrifiques. Donc voilà, ça m'est tombé dessus, je sais pas, là il y a 4 tomes qui sont mis derrière. Je sais pas si ça a été une réussite ou pas, mais je l'avais vu déjà quand il était sorti en librairie, et il me tentait pas mal, et je lis pas beaucoup de BD, mais quand j'ai l'occasion de pouvoir les acheter en occasion, bah je le fais. Et pour le coup, bah 4 €, là, c'était tout à fait raisonnable. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, ce que vous avez acheté au mois d'août, si vous êtes en période de no-buy ou pas. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.